1,8 milliard d'euros, c'est ce que va coûter le plan d'aide au secteur automobile français annoncé aujourd'hui par le gouvernement. Ce plan est axé essentiellement sur les voitures propres. Il intervient alors que PSA Peugeot Citroën a annoncé 819 millions de pertes pour le premier semestre contre 806 millions de profits un an auparavant. Alors ces aides vont-elles permettre de relancer le secteur automobile en France, un secteur qui emploie aujourd'hui 400 000 personnes. Ce plan est-il suffisant ou est-ce du rafistolage? Ce soir, nous sommes avec Marc Toiti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du cabinet de conseil à ces défis, auteur par ailleurs de Quand la zone euro explosera, et c'est aux éditions du Moment. Flavien Neuvy, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire de l'automobile CTLM. Nous attendons d'une minute à l'autre Bernard Julien, spécialiste de l'automobile également, directeur du GERPISA, groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Et puis nous sommes en duplex de New York avec notre correspondant Emmanuel Saint-Martin. Bonsoir Emmanuel. Vous allez nous parler dans ce débat du secteur automobile américain sinistré en 2008 et qui a aujourd'hui rebondi, qui se relève en tout cas. Alors comment ont fait les Américains? Eh bien vous nous expliquerez Emmanuel Saint-Martin. Avant de commencer ce débat, je vous propose ensuite d'écouter le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. C'était ce mercredi. On rappelle que le plan français s'appuie pour l'essentiel sur des subventions aux véhicules les plus écologiques. Arnaud Montebourg. C'est un plan qui assume le projet d'un changement progressif pour nos concitoyens, pour les Françaises et les Français, de leur mode de vie, dans l'évolution de leur relation avec l'automobile. Et c'est un plan qui porte une stratégie industrielle nouvelle en réinventant l'automobile française progressivement, avec le soutien des pouvoirs publics, avec le soutien des collectivités locales, avec le soutien des constructeurs, des entreprises et avec le soutien de tous les Français. Marc Toiti, est-ce que ce plan vous a convaincu ? Pas du tout. Je suis désolé d'être aussi franc, mais enfin, bon, je pense qu'il faut être clair. C'est un peu comme tous les plans automobiles qu'on fait en France depuis une vingtaine d'années. On colmate les brèches. Alors à chaque fois, évidemment, on donne des nouvelles aides. Puis quand les aides sont supprimées ou amoindries, le secteur automobile est en train de s'effondrer. Donc ce n'est évidemment pas la solution. Alors bien sûr, la voiture propre, la voiture électrique, la voiture hybride. D'ailleurs, j'en ai même une à titre personnel. Donc vous voyez, je suis déjà convaincu, entre guillemets. Donc j'aurai pas le bonus malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas forcément profiter aux constructeurs français. Puisque aujourd'hui, on sait très bien que les constructeurs étrangers, on ne va pas faire de publicité, mais ont une grande part de marché, que ce soit en direct ou via d'ailleurs des constructeurs français pour qui ils travaillent. Donc c'est là le problème numéro un, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de marketing, on est très content, très bien, mais on ne résout pas le problème de fond de l'automobile, mais j'ai envie de dire de toutes les entreprises françaises, qui est trop de pression fiscale, trop de pression réglementaire, trop de charges sur les salaires, un marché du travail trop rigide. Donc tout ça c'est bien beau, mais malheureusement ça ne va pas sortir la France et l'automobile de la crise, et c'est tout le problème. Bien sûr, on a un problème de demande, mais le vrai enjeu, c'est un problème d'offre, un problème de compétitivité aujourd'hui, et on le voit bien, nos entreprises françaises ont des difficultés parce qu'elles n'ont pas été peut-être suffisamment aidées sur le front de l'innovation. Et puis parallèlement, on le voit. Je donnerai juste un exemple. Il y a 10 ans, il y avait Volkswagen qui était au bord de la faillite. Et cette entreprise donc allemande, évidemment, a pu bénéficier non pas simplement d'un plan d'aide, mais d'une complète refonte de l'économie allemande. Les Allemands ont décidé il y a un peu plus de 10 ans de moderniser leur économie, d'abaisser la pression fiscale, réglementaire, etc. Et aujourd'hui, Volkswagen est l'une des entreprises les plus rentables, l'une des plus grandes entreprises automobiles du monde. Donc, tout à l'heure, on parle des États-Unis. Ça veut dire que les solutions existent. Mais je pense que malheureusement, celles qui sont mises en place en France, pas seulement aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs années, ça ne fait que, encore une fois, résoudre un problème majeur par le petit bout de la lorgnette. Compétitivité finalement française, et on ne s'y attaque pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Flavien Neuvy? Si j'entends bien Marc Toiti, c'est du rafistolage et on ne s'attaque pas donc au vrai problème français de l'industrie française, d'ailleurs en général, le problème de la compétitivité. Je vous donne ensuite la parole. Direct, mais j'essaie de leur parler, personne ne me parle. Oui, alors moi je vais faire deux remarques complémentaires. La première, c'est que évidemment on est tous d'accord pour dire que soutenir les voitures propres, c'est plutôt bien, surtout d'un point de vue environnemental, et si ça peut aider les constructeurs français, tant mieux. Simplement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le bonus-malus au départ avait été
mis en place pour non pas soutenir les volumes globaux, mais plutôt orienter les automobilistes vers des véhicules moins polluants. Donc là, on peut penser que l'augmentation du bonus écologique pour les véhicules hybrides et les véhicules électriques ne soutiendra pas la demande dans son ensemble, mais incitera plutôt les automobilistes qui voulaient changer de voiture à aller vers des véhicules plus propres. La deuxième remarque, et c'est pour ça que je partage l'avis de Marc Toiti, c'est que quand on regarde les volumes de vente de véhicules 100% électriques et hybrides en France depuis le début de l'année, c'est 12 000 voitures, c'est-à-dire que ça représente 1,2% du marché. Donc quand bien même ces mesures inciteraient les automobilistes... un peu plus de 2000 pour les voitures électriques. Donc vraiment, c'est des ventes confidentielles, on peut le dire aujourd'hui. Oui, absolument. 2000 pour les voitures 100% électriques, 10 000 pour les véhicules hybrides. Donc ça reste tout à fait marginal. Donc c'est une toute petite partie du marché. Quand bien même ces mesures seraient très incitatives, et elles sont quand même incitatives parce que 7 000 € pour une voiture électrique, c'est pas rien. Malgré tout, on joue sur une toute petite part du marché. Donc ça vous ne êtes d'accord résout avec pas. Marc Toiti, en fait? Si on comptait sur ce plan de relance finalement pour relancer le marché automobile en France à court terme, je pense que là, effectivement, ce plan-là ne répond pas à cette attente. Alors peut-être qu'à moyen long terme, ça pourra permettre d'accélérer le déploiement de ces véhicules, mais en tout cas à court terme, il ne faut pas attendre de relance du marché automobile en France. Alors, on a un petit souci avec Emmanuel Saint-Martin, on va le retrouver dans un instant. Marc Toiti, justement, je voulais parler du secteur automobile américain, complètement sinistré en 2008-2009, et aujourd'hui ce secteur rebondit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Alors c'est le deuxième exemple. Tout à l'heure on avait l'exemple allemand, où là aussi un secteur sinistré il y a 10 ans, notamment Volkswagen, et finalement on a réussi à sauver la situation. N'oublions pas aussi une chose importante que je n'ai pas évoquée, c'est les accords qu'il y a eu entre le patronat allemand, les dirigeants de Volkswagen et les syndicats très puissants allemands, IG Metall. Et donc là, aujourd'hui, en France, quand j'entends le ministre du Développement productif, ça me fait un peu peur. Du redressement productif. Du redressement, ouais, on s'y perd. Enfin, bon, c'est un peu là aussi beaucoup de marketing pour pas grand-chose, mais enfin bon, peu importe. Le vrai enjeu là-dedans, c'est quoi? On l'a entendu la semaine dernière, essayer de stigmatiser la famille Peugeot, etc. dans PSA, alors que c'est quand même son entreprise. Ça vous a choqué, cette attitude? Ah oui, ça m'a vraiment choqué, parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, on est en train d'aviver les tensions sociales. Et tout à l'heure, les chiffres du chômage viennent de sortir. Le chômage augmente massivement en France. Donc, que veut le gouvernement? On veut attiser les tensions sociales. Non, il faut faire exactement l'inverse. C'est que comme ça que PSA et les groupes français automobiles s'en sortiront. Alors, vous parliez des États-Unis, évidemment. Là-bas, il y a déjà, entre guillemets, une meilleure connexion, on va dire, entre les dirigeants d'entreprise et parallèlement les syndicats. Et donc, très clairement, on a fait effectivement une partie du plan américain, c'était aussi développer la voiture hybride, développer donc de l'innovation. Et là, je suis entièrement d'accord, on vient de l'évoquer, on a besoin d'innovation pour avancer dans nos économies développées, pour créer plus de croissance. C'est via effectivement l'innovation. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est le point qui ressemble au plan américain. Mais de notre côté, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a également... donner des subventions, mais surtout, on a une pression fiscale 85 milliards de dollars. Pression fiscale qui est extrêmement limitée. Finalement, on revient toujours à la même chose, c'est une meilleure compétitivité aux États-Unis. Exactement, c'est-à-dire que là aussi, ce qui est important néanmoins, c'est que dans ces deux exemples, américains et allemands, ça veut dire que rien n'est perdu. Même quand des secteurs ou des entreprises sont au bord de l'écroulement ou voire de la faillite, si on prend les bonnes mesures... Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tomber au plus bas, ça ne veut pas dire que notre industrie automobile sera à jamais terminée, il y a possibilité encore de la rebooster. Certes, mais si et seulement si on prend les bonnes mesures. Or, je suis désolé de le dire, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Hexagone. Et ce n'est pas un problème droite-gauche, parce que ça fait 10 ans que, malheureusement, on ne résout pas nos problèmes de fond, on ne redonne pas notre compétitivité à notre économie, à notre industrie, à notre automobile. Emmanuel Saint-Martin, qui nous a rejoint. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle fut la méthode américaine, en tout cas la méthode française, si j'en crois Marc Toiti, doit vous faire sourire de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, oui et non. Alors parce qu'il faut quand même se souvenir que dans la méthode américaine, il y avait certes ce dont Marc Toiti a parlé, mais il y avait aussi cet élément de voiture propre, voiture électrique. On a aussi mis beaucoup d'argent là-dedans. Alors on n'a pas fait que ça. Certes, c'est finalement assez anecdotique, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'elles marchent bien en ce moment, ces voitures électriques, ces voitures hybrides. Elles se vendent assez bien. Il faut aussi dire que c'est une toute petite partie du marché américain et une toute petite partie de cette renaissance du marché de l'automobile. Mais cette partie-là a quand même marché. Mais effectivement, ce qui est spectaculaire ici, c'est à la fois l'argent public qui a été investi dans ces entreprises automobiles, mais aussi les sacrifices qu'on a consentis de tous les côtés. Et rappelez-nous les sacrifices, justement, Emmanuel. Rappelez-nous les sacrifices. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui ont tout simplement disparu de l'automobile américaine et qui ne reviendront pas
d'emploi. Il faut se souvenir, hein, en 2005, c'était le haut de la vague pour l'industrie automobile américaine. On y gagnait beaucoup d'argent et on avait vendu 17 millions de véhicules sur le marché américain. Cette année-là, on est descendu jusqu'à quasiment 10 millions. Cette année, l'année dernière, c'était 12 millions et demi, un peu plus. Et cette année, on espère pouvoir en vendre 14,5 et on est à plein emploi. Ça veut dire qu'entre les deux, eh bien, on a tout simplement réduit considérablement les capacités de production américaine et les 8000 suppressions d'emplois de Peugeot dont on parle tant en France, effectivement, de ce point de vue-là, d'un point de vue américain, ça fait sourire parce que les sacrifices ont été énormes. Mais il faut aussi dire que l'État des finances des sociétés américaines de construction automobile il y a 4 ou 5 ans était bien pire que n'est même Peugeot aujourd'hui. Hein, il faut le dire, Chrysler était au-delà de l'état de faillite quasiment, il faut le dire aussi. Donc on était dans une situation bien pire encore que ça n'est le cas en France et en Europe, ce qui d'une certaine manière peut-être donner de l'espoir à la situation française. Et je vais vous donner toute la parole, Bernard Julien, donc, qui nous a rejoint. Un chiffre, hein, General Motors emploie aujourd'hui 50 000 personnes contre 100 000 avant la crise, hein, c'est dire le nombre de licenciements qu'il y a eu aux États-Unis pour redresser le secteur. Bernard Julien, vous nous rejoignez. Est-ce que vous avez été convaincu par ce plan? Marc Toiti, en tout cas, ne l'a pas été. Flavien Neuvy ne l'a pas été grandement. Vous, quelle est votre position? Moi, je pense que sur le moyen terme, le cap qui est pris est plutôt cohérent avec ce que sont les fondamentaux de l'industrie française. Je pense par contre, comme le penseront les élus des communes qui sont concernés aujourd'hui par les plans, les salariés également, que sur le moyen court terme, on n'a pas grand-chose qui puisse donner espoir. Et au fond, on n'a pas grand-chose qui puisse dissuader PSA de licencier 8000 personnes et dissuader Renault d'emboîter demain le pas à PSA, au fond. Bernard Julien, mais quand Marc Toiti dit tout à l'heure, et de nombreux experts le disent aujourd'hui, que le problème français aujourd'hui, c'est un problème de compétitivité et que le gouvernement ne répond pas à ce problème de compétitivité, que c'est ça finalement le problème de fond, c'est le coût du travail en France, c'est je crois 35 € de l'heure dans le secteur de l'automobile, c'est 22 € de l'heure en Espagne, et la France n'arrive plus, son industrie de manière générale n'arrive plus à être compétitive. Vous répondez quoi à ça? L'Espagne non plus n'arrive plus, hein, si vous voulez, à ce jeu-là. Demain, les Polonais apparaîtront très peu compétitifs, comme c'est déjà le cas pour Marchionnet par rapport aux Serbes. Et dans cette logique non pas de surenchère, mais de baisse des coûts, on ne peut pas sortir gagnant. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire du côté de la répartition des charges de protection sociale entre travailleurs? Sans doute non. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que restera en France un problème de très hauts coûts salariaux par rapport à l'ensemble du reste de l'Europe, et restera en Europe un problème de demande. Et ça n'est pas en baissant les coûts salariaux ni ici ni ailleurs qu'on résoudra et l'un et l'autre problème. Flavien Neuvy. Oui, c'est vrai que cette question du coût du travail revient de façon récurrente. C'est un sujet, incontestablement, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main, notamment pour les petits modèles qui représentent quand même le gros du marché en France. Si, quand vous fabriquez une voiture en France, vous avez 500 € d'écart avec la même voiture fabriquée en Europe centrale, clairement ça pose un problème parce que du coup, on passe d'une voiture rentable à une voiture pas rentable. Mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a un autre sujet qui devient de plus en plus important aujourd'hui pour l'industrie automobile, c'est la taille critique. Quand les 4 ou 5 plus gros constructeurs mondiaux font 8 à 9 millions de voitures par an, ils ont une capacité de négociation, une capacité d'achat avec les sous-traitants qui est bien supérieure à celle de PSA par exemple qui a fait l'année dernière 3,5 millions de voitures, et ça rentre dans les coûts de production. Donc le sujet de la taille critique est très important. C'est vrai que l'alliance Renault-Nissan, 8 millions de voitures en 2011, de ce point de vue-là est plutôt porteuse aujourd'hui, mais ça prend beaucoup de temps. Alors PSA a signé avec General Motors avec cet objectif justement de réduire les coûts sur plusieurs modèles. Ça prendra du temps, plusieurs années, et c'est vrai que les questions se posent maintenant à court terme pour l'ensemble des constructeurs généralistes avec le problème des surcapacités de production qui est un autre sujet. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas stigmatiser encore une fois les salaires ou les travailleurs au sens large. Bien entendu que non, on en a besoin. Donc c'est clair que pour sortir par l'eau d'une crise comme nous vivons, qui d'ailleurs c'est pas que dans l'automobile, il y a cette question, de savoir est-ce qu'on va devoir baisser les salaires aujourd'hui en France? Certainement pas. Mais dans le coût du travail, il n'y a effectivement pas que les salaires. Il y a également les charges autour. Et puis dans les coûts globaux, il n'y a pas non plus que les coûts salariaux. Donc ce que je
j'évoque aujourd'hui, c'est surtout... C'est-à-dire que vous dites qu'il ne faut pas pointer du doigt finalement les salariés. Les salariés, non, certainement pas, non, sinon on s'en sort plus. C'est-à-dire que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut surtout pas rentrer dans ce concept de tension sociale, de lutte des classes, sinon on n'aura rien gagné. Je vais vous donner juste un exemple. Encore une fois, je reviens sur Volkswagen, parce que pour moi, c'est vraiment symptomatique. Une entreprise, je me rappelle très bien, une dizaine d'années, on nous disait, ça y est, c'est fini, elle va être mise en faillite, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au-delà des réformes allemandes que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été importantes, sur justement, effectivement, le coût du travail, la pression fiscale, l'impôt sur les sociétés qui a été réduite, mais les dirigeants de Volkswagen ont réuni les syndicats, notamment IG Metall, en disant, voilà, on n'a pas tellement le choix, soit on gèle les salaires pendant 7 ans, soit on va devoir vraiment délocaliser gravement. Et IG Metall a dit, ok, très bien, on va faire des efforts. Vous voyez, il y a une vraie concertation, et ce qui est amusant, c'est que comme Volkswagen a redémarré et a redressé la barre finalement avant les 7 ans, et bien avant les 7 ans, ils ont finalement augmenté les salaires. Vous voyez, donc je pense que il ne faut surtout pas, dans cette crise, stigmatiser les salariés, ni d'ailleurs, effectivement, les patrons et les dirigeants. Mais la pression fiscale, quand même, parce que voilà, il y avait un papier, justement, de Yves de Kerdrel dans Le Figaro qui disait qu'un employeur français doit débourser 230 € par mois pour un salaire de 100 €. En Espagne, le même patron va débourser 164 €, l'allemand 211 €, le britannique 157 €. Et nous, un patron, 230 € pour 100 € de salaire. Il y a un problème, là. Ça, malheureusement, c'est pas d'hier, hein, ça fait déjà longtemps que ça dure. En gros, dans tous les secteurs d'activité, si on rajoute en plus les coûts organisationnels qu'on évoquait tout à l'heure, entre ce que va toucher le salarié et ce qui coûte vraiment à l'entreprise, c'est quasiment 1 par rapport à 3. Quoi. Donc globalement, c'est évidemment c'est sur ça qu'il faut agir. Donc moi je parle aujourd'hui notamment de la pression fiscale qui pèse sur les entreprises. Et aujourd'hui, que nous dit le gouvernement? D'un côté, effectivement, il nous donne des aides. Bon, on ne va pas cracher dessus, tout le monde est content d'avoir des aides. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'on va finalement quand même augmenter la pression fiscale qui pèse sur les entreprises. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc c'est là où, de ce point de vue-là, on n'est pas crédible. Il faut faire extrêmement attention. Et dernier point quand même, parce que n'oublions pas que ce sont quand même les entreprises qui créent des emplois. Et aujourd'hui, pour créer des emplois, bien effectivement, il faut innover. Et donc, on vient de l'apprendre, vous me l'évoquiez tout à l'heure avant que commence l'émission, que Renault vient d'annoncer qu'elle avait du retard sur sa voiture Zoé électrique. Donc ça tombe vraiment mal. On dit acheter des voitures électriques françaises et on voit qu'on a du retard dans la production des voitures électriques françaises. Donc qui va en profiter? Finalement, les producteurs internationaux, étrangers. Donc, vous voyez, encore une fois, on a un problème aujourd'hui d'adéquation entre la demande, l'aide qu'on va donner effectivement sur la demande, et puis l'offre productive française qui malheureusement n'est pas à la hauteur. Bernard Julien, vous êtes d'accord avec Marc Toiti? Il y a un problème entre l'offre et la demande? Alors, du point de vue du plan qui est actuellement décidé, il y a une volonté de faire en sorte que l'ajustement soit le plus étroit possible entre les aides qui vont être données et ce que sont capables de faire les sites français et les constructeurs français. Hélas, la nouvelle Renault tombe assez mal. En même temps, il s'agit du premier véhicule électrique de masse produit mondialement. Par conséquent, le fait qu'il y ait un peu de retard à l'allumage sur un projet de cette ampleur, sur un projet qui est aussi innovant, le fait que ce soit un peu l'Arlésienne dans l'industrie mondiale, c'est pas extrêmement étonnant. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'évidence un défaut de concertation entre le gouvernement et les constructeurs lorsqu'on assiste à cela, de la même manière que chacun a été saisi ce matin par le décalage qu'il y a pu avoir entre le discours de Varin qui disait « nous allons monter en gamme » et le discours de Montebourg qui disait « nous allons faire un véhicule populaire et propre ». Quoi. Donc il y a effectivement ici, au-delà de la question salariale en Allemagne, un défaut de concertation, une incapacité à accoucher d'un consensus national autour de l'automobile qui paraît obérer un petit peu la capacité qu'aura le plan à convaincre et la capacité qu'aura le plan à opérer, tout simplement. Donc on sent bien qu'à travers ce plan-là, il y a au moins 3 problèmes de coordination. Un problème de coordination entre le gouvernement et les constructeurs, un problème de coordination entre le ministère Montebourg et d'autres ministères probablement, et un problème de concertation entre ce qui se passe en France d'un côté et ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Donc ça fait pas mal, et donc on a l'impression qu'il y a un bricolage qui s'est fait un peu dans l'urgence. Oui. Ouais, on va faire en tout cas, personne n'a l'air convaincu sur ce plateau. On va faire une petite pause, et justement concernant la concertation nationale dont vous parliez entre le patronat, le gouvernement, les salariés, on demandera justement à Emmanuel Saint-Martin comment ça se passe aux États-Unis. À tout de suite.